Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue au quotidien de la Robe Christ Family. Nous espérons que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va de mieux en mieux. Je ne cesserai de vous dire, ou alors nous ne cesserons d'être reconnaissants à votre endroit pour vos multiples prières, vos multiples dons, votre apport moral, votre apport financier. Donc, on ne cessera jamais de le dire. Vous voyez ce lit-ci, c'est exactement le 4 février. C'est sur ce lit que tout avait débuté. Ça voudrait dire, ayant déjà reçu ce qu'elle avait reçu comme flèche empoisonnée, quand on est venu se coucher pensant que non, ça allait quand même déjà un peu, au petit matin, le 4 février, tout a démarré ici. C'était la catastrophe. J'ai pleuré ici comme un gamin parce que ma femme, elle gémissait, elle se tordait de douleur et tout, et ce n'était vraiment pas facile. Donc, on ne cessera jamais de vous dire merci. Vous voyez, votre boule de cristal est en train de retrouver son éclat parce qu'elle recouvre vraiment sa santé par la grâce de Dieu. On a un prochain rendez-vous chez le médecin mardi et il avait dit, mardi, on s'en va et ce sera probablement le dernier rendez-vous parce qu'il avait dit la blessure s'est refermée complètement. Maintenant, on est d'accord qu'à l'intérieur, le processus continue parce que elle avait eu 2 opérations. Il y a une blessure interne et une blessure externe. Donc, elle a 2 blessures. Et la blessure interne s'était d'abord refermée, mais celle externe maintenant aussi s'est fermée. Mais on nous a dit à l'hôpital que voilà, la blessure interne prendra du temps pour cicatriser. Donc celle externe pourra même facilement cicatriser, mais celle à l'intérieur prendra du temps. Donc on est là et par la grâce de Dieu, on continue les prières. On prie au quotidien pour qu'elle aille vraiment bien, qu'elle aille mieux. Donc voilà, hier nous avons eu un sujet concernant, le titre c'était Cristal Vignas. En fait c'était une figure de style ici. On a juste utilisé le cas cristal pour parler un peu de ces cas-là. Mais beaucoup l'ont pris au sérieux. Voilà, beaucoup l'ont pris vraiment. Premier degré. Parce que même dans les... Au premier degré. Ah oui. Ceux qui ont le numéro en privé, là, se disent que c'était la réalité. La réalité, donc plusieurs sont venus écrire, dire, donner des conseils et tout. En fait, c'est pas une situation qui nous concerne personnellement, vous savez. Vous voulez tout simplement faire passer un message. Un message. Nous sommes toujours là pour dénoncer, pour vous divertir, pour dénoncer, pour conseiller. Donc, c'était un conseil. Et derrière, donc, on voulait, comme ça, décortiquer cette vidéo-là, ensemble, pour vous dire... Voyez-vous, il n'est pas facile pour 2 personnes qui ont souvent été ensemble, quand l'une des 2 personnes maintenant se retrouve malade et qu'elle est convalescente, que ce soit une opération, que ce soit même une simple maladie où la personne a vraiment beaucoup souffert, il n'est pas facile pour le conjoint, la conjointe, n'est-ce pas, de pouvoir faire l'amour à cette personne convalescente. Pourquoi? Parce que ici, quelque part, vous voyez-vous, un peu le cas d'une personne opérée. Le conjoint, la conjointe aura toujours l'impression que il ou elle va faire du mal à l'autre. Vous voyez, ça fait comme si la blessure, surtout quand tu as vécu ça, ça fait comme si la blessure, tu vas l'étouffer. L'endroit où on te paye surtout. Voilà, l'endroit où on te paye surtout. Parce que vous voyez le bas-ventre. On te perd au niveau du bas-ventre. Et le sexe est au niveau du bas-ventre. Et tu te dis que non, si maintenant je m'en vais peut-être pénétrer ou bien faire un toucher, la personne sûrement aura mal. Plus loin même, on peut utiliser d'autres méthodes. On va se dire, tiens, voilà, je fais peut-être le cunnilingus ou bien je fais peut-être une fellation. Mais vous allez voir derrière que, en le faisant, on se dit que si la personne même vient à atteindre l'orgasme ici, peut-être au lieu d'éprouver du plaisir, ça va provoquer plutôt une douleur intense à l'intérieur. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour vaincre tout cela?
Chérie, selon toi, on doit faire quoi? Quand on a une personne pareille à côté et il faut recommencer à faire l'amour et tout, ça doit se passer comment selon toi? Quel conseil Bon, donnerais-tu aux uns aux autres? toi, tu as parlé et le truc, c'est l'homme et la femme, c'est deux personnes différentes. La femme, c'est un cas vraiment très complexe. Parce que l'homme, on peut dire que l'homme, c'est facilement gérable. Mais la femme, étant donné la composition de ton corps, est différente de celle de l'homme. Donc, du coup, la majorité de tes organes sont reliés. L'endroit où tu es opéré, forcément. Et si ce n'est au niveau du ventre, bas-ventre et tout, disons peut-être le pied et tout, c'est autre chose. L'homme, c'est gérable, mais la femme, c'est pas gérable. Mais moi, selon ma vision des choses, la femme se dit qu'elle va perdre son mari et d'un côté se fait du souci. Comment est-ce que il se sent dans sa peau? Comment est-ce qu'il vit cette situation? Et plus loin, elle peut avoir de mauvaises pensées, genre, où est-ce qu'il se détend, avec qui est-ce qu'il se met à l'aise, chez qui est-ce qu'il va se soulager, parce que je ne suis pas sûre qu'il réussit à surmonter cette période, à vivre ce moment. Certes, il me montre, mais je ne suis pas sûre si à l'intérieur de lui, c'est comme ça qu'il vit. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'il vit la situation. Donc, la femme est dans la panique. Elle a peur de toute façon. Et même si on venait à la rassurer avec des mots, c'est pas pareil. Donc, pour elle, elle se dit, bon, il faut que je lui fasse croire, il faut que je lui démontre absolument que je peux gérer, je ne suis plus malade. Et c'est un peu ça, oubliant vraiment que tu es encore malade. Extérieurement, tu peux ne plus être affecté, mais intérieurement, vraiment, ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour que tu te remettes. Donc, le conseil que moi je peux apporter à des couples qui se trouvent dans de pareilles situations, si je peux m'adresser à quelqu'un, si c'est peut-être la femme qui en souffre, je m'adresse au mari en disant, il faudrait que tu en fasses plus pour mieux rassurer ta femme. Rassurer ta femme, ce n'est pas qu'avec de belles paroles. C'est pas lui parler tous les jours qui va la mettre en confiance. Je pense que de temps à autre, vous devez sortir un peu du cadre de la maison, de l'univers familial. De temps en temps, tu fais en sorte que vous ne vous retrouvez que deux. Et pourquoi ne pas peut-être voyager si elle peut déjà supporter les longs trajets. Il faut que tu réfléchisses pour pouvoir rassurer ta partenaire parce que moralement, ce qu'elle vit n'est vraiment pas facile. Donc, le physique, pour elle aussi, est automatiquement affecté. Donc, à toi de trouver des voies et moyens pour la mettre en confiance. En fait, voilà, vous voyez, c'est elle, c'est la malade. Là, elle est dans la peau de la personne qui a eu à souffrir. Vous voyez un peu la personne qui a souffert de toute cette maladie, de toutes ces douleurs et tout. Et maintenant qu'elle récupère, elle est mieux placée pour nous parler de cela. Donc, aux uns et aux autres, moi ici, je suis le conjoint de cette personne convalescente maintenant. Je puis vous dire que ce n'est pas facile du tout parce que je vous dis, une femme ou alors une personne à côté de soi qui a été malade et qui a vécu ça, je vis, mon quotidien parfois est un quotidien de quoi, comment je vais dire ça. On est venu laisser ma fille. Voilà, elle s'en va prendre, ça va prendre notre nièce là, qu'on est venu laisser.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Je disais, moi, en tant que partenaire de ma femme, n'est-ce pas? Et moi qui ai eu à voir, n'est-ce pas, moi qui ai eu à vivre cela, ça fait que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas du tout facile pour moi aussi de vivre ça parce que je vis un certain stress en fait. Le stress est à quel niveau? Le stress est au niveau où chaque geste que je pose est très mal interprété par la personne à mes côtés. Le simple fait pour moi de dire je m'en vais faire sport et que je parte faire mes 3 heures de sport, en revenant, si je m'arrête peut-être chez un ami ou même quand je suis au sport, ma personne ne va pas prendre ça. Elle va se poser des questions. Est-ce qu'il va vraiment au sport? Est-ce que, comment il s'en va au sport? Il se parfume avant et tout. Ignorant que non, ce sont des attitudes et des habitudes que je fais régulièrement. Mais maintenant qu'elle est malade, qu'elle est convalescente, au fond d'elle, elle se dit non. Il me trompe, il s'en va me tromper, c'est sûr qu'il s'en va voir ailleurs, il s'en va voir une autre. Or, je vous dis ici, et je peux vous le jurer, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont fidèles en amour. Fidèles en amour au point où, même quand leur conjoint ou leur conjointe est convalescent ou convalescente, vous verrez que la personne va aussi se mettre dans la peau de son conjoint, de sa conjointe, dans son univers, se disant, nous devons souffrir ensemble, nous devons attendre ensemble. Parce que, voyez-vous, aller dehors, contracter une nouvelle relation peut être problématique, peut devenir vraiment un véritable problème pour le couple. Parce que la personne qui est dehors, avec qui tu t'en iras lié, ne sera pas tout à fait d'accord de comprendre que, tiens, voilà, moi je suis là parce que l'autre est malade. Non, elle va t'aimer, les sentiments vont naître et à la fin, ça pourra mettre en mal la relation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'aime toujours le dire, savoir rassurer ces personnes malades à travers notre présence. Être présent ne veut pas dire, parce qu'on peut être présent ne veut pas dire être proche. Hein. Être proche, on peut être proche d'une personne, mais ne pas être présent. Ça voudrait dire éviter de créer l'éloignement, de créer une certaine distance quand on est avec sa ou son partenaire. Donc, ça voudrait dire quoi quand vous êtes à la maison, créer les petits centres d'intérêt communs, créer des petits jeux en commun. Il y a des ludos, il y a des jeux de couple, il y a les jeux de distraction et tout. Créer des petits jeux ensemble, essayer de communiquer et tout. Et vous allez voir plus loin aussi que... Pourquoi ne pas l'amener là où vous allez? C'est de temps en temps, tu peux lui dire, accompagne-moi à faire ceci, j'aimerais que tu sois à mes côtés. Effectivement. C'est ça, ça la met en confiance. Effectivement. Et moi, dans mon cas précis, plusieurs fois, moi, j'ai une femme tellement, j'aime lui dire qu'elle est bipolaire. J'aime lui dire, c'est un mot que je lui dis souvent parce que quand je parle de sa bipolarité, ça voudrait dire quoi? En fait, ma femme, maintenant, peut réagir sur moins et après réagir sur plus. Je ne sais parfois pas ce qu'elle veut. Je peux venir comme ça, je lui dis tout de suite, tiens, voilà, tu m'accompagnes au sport aujourd'hui. Mais quelque temps après, quand je reviens, elle accepte. Mais quand je reviens après, je lui dis, chérie, allons-y alors. Juste parce que je lui ai dit, allons-y alors, et peut-être elle n'avait pas encore fini d'enfiler sa paire de tennis. Tu entends, non, ça va, tu me presses déjà trop. Vas-y seul d'ailleurs, laisse-moi, Tom, tu sais, tu ne veux pas que je t'accompagne, tu ne veux juste pas que si. Donc, ça fait que ces personnes deviennent, quand une personne est en manque de confiance, parce que c'est ça qu'il faut dire ici. Une personne qui est convalescente est en manque de confiance. Elle ne se fait plus entièrement confiance. Elle se pose des questions. Est-ce que je suis encore la même femme? Est-ce que je suis encore le même homme? Est-ce que mon homme me regarde encore avec les mêmes yeux? Est-ce que je séduis encore mon homme? Est-ce que je lui plais encore? Est-ce que tout un tas de questions, une ribambelle de questions qui font en sorte que, à un moment donné, elle se crée elle-même le doute dans la tête. Et quand le doute naît, elle commence donc à interpréter chaque geste que son conjoint ou sa conjointe fait maladroitement. Le même téléphone, tu dormais. Moi, par exemple, j'aime dormir avec le téléphone éteint. J'aime éteindre le téléphone. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup avec le téléphone en journée et ma compagne le sait. Ça fait que la nuit, je peux éteindre le téléphone pour qu'il se repose, que la mémoire se repose, étant en charge et tout. Mais au moment où elle sera déjà convalescente, dans cet état-là, elle va interpréter cela comme étant une façon
de lui cacher des choses alors qu'elle a le code du téléphone, alors qu'elle peut allumer le téléphone et voir tout ce qu'il y a dedans. Mais elle ne comprendra plus les choses de la même façon. Donc, il faut dire quoi? Sachons rassurer, je répète, sachons rassurer nos compagnes et nos compagnons malades. Ce n'est pas facile pour ces personnes-là. Moi, j'essaye parfois de me substituer à ma femme, hein, en me disant, si c'était moi, oui, je sors. Parfois, je vais passer toute une journée dehors, mais parfois, je suis dehors pour d'autres cas. Je peux partir pour le sport. Après ça, je lui dis, tiens, voilà, où je fais un message, je suis à tel niveau et tout. Mais est-ce qu'elle va croire? Peut-être elle ne croira pas, elle va se dire non, c'est sûr qu'il est déjà parti voir celle-là. Et c'est pour ça aussi, je vais dire plus loin, quand nous sommes loin de ces personnes, faisons beaucoup les appels vidéo. Vous comprenez? Faisons les appels vidéo, même si on peut faire un appel vidéo, la femme ou l'homme est couché même derrière, on ne voit pas. Et mais puis, sans te couper, en agissant, essayez un peu de retourner la situation. Et à un moment, vous vous remettez en question et vous vous dites, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que, parce que tous les jours, tu te mets, essaie de te mettre à la peau, dans la peau du malade et tu te dis, si c'est moi qui étais malade comme ça et elle me laissait tous les jours ou il me laisse comme ça tous les jours, comment est-ce que je vais me sentir? Ouais. De temps en temps, essayez de penser à ça. Lui, quand il a la simple grippe ou le palu, il reste même seulement que je le porte. Parce qu'il est devenu un nouveau-né. C'est le bébéisme. Imaginez ma maladie si je sors tous les jours. Le mariage va finir. L'eau connaissant. Donc, c'est à la Cour suprême que ça va finir ou à les réunions de famille. Ouais. Vrai. Même si quelque part, moi, j'avoue ici, Ouais. je peux vous dire une chose. Ah. Nous sommes les inséparables, indécotables. Hein? Donc, je dis un truc en toute honnêteté. Ce n'est pas facile. En fait, ce n'est pas facile. Ni pour la personne convalescente, ni pour le garde malade. Ce n'est pas du tout, je vous dis, ce n'est pas du tout facile. Parce que d'un côté, il y a le doute et de l'autre côté, il y a une pression morale. On vit une certaine pression morale. Pourquoi? Parce que on se dit toujours, ce que je m'en vais faire là, l'acte que je vais poser, c'est est-ce qu'il ne sera pas mal interprété? Les mêmes choses, je dis bien les mêmes choses que tu faisais par le passé, seront interprétées différemment par ton conjoint, ta conjointe, parce qu'elle va se dire, je suis amoindrie par la maladie et aujourd'hui je ne suis plus la même personne, je n'ai plus le même éclat, je n'ai plus la même beauté, peut-être il ne me voit plus, voit déjà quelqu'un d'autre et tout. Donc, aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'il faut dire? Soyez à côté de vos personnes malades. Être à leur côté ne veut pas dire rester la bouche bée. Entourez-les de quoi? Entourez vos proches malades ou convalescentes de beaucoup d'affection, de votre présence, de votre disponibilité. Un jour comme ça, levez-vous, demandez-leur, tu veux manger quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Même si tu es l'homme. C'est vrai qu'en Afrique, on sait que l'homme habituellement n'entre pas dans la cuisine. Tu dis, tu veux manger quoi? Moi, la mienne, je lui pose la question, je ne sais pas cuisiner. Mais elle peut me diriger ou m'orienter à distance. Ou alors, on s'en va faire un resto parce qu'elle veut manger ci, elle veut manger ça. C'est un peu ça. Et sachez déjà par-dessus tout supporter leur caprice parce que moi, je vous dis, ici alors, mon cas présent-ci, elle s'appelle Menge Gertrude Georgette Christelle Caprice. Je vous dis, parfois, j'ai l'impression d'être à côté d'une jumelle. Elle, c'est la capricieuse plus. Je vous dis, comme là tout de suite, nous avons un cas sur la main. Et elle dit qu'elle lui doit de l'argent. C'est vrai. L'argent, c'est-à-dire ma femme, pour peu. Donc chaque jour, si les enfants partent à l'école et que je n'ai pas la petite monnaie et que je lui dis, chérie, prends peut-être 1000 francs, tu donnes aux enfants. Moi, je ne sais pas qu'elle écrit que c'est un prêt. Moi, je me dis que c'est pour nos enfants. Mais j'ai compris aujourd'hui que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Mes frères, sachons une chose, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la femme. Parce que j'ai compris avec la mienne que je peux prendre même 1 million, je lui donne. Je reste avec 100 000. Mais tant que mes 100 000 ne sont pas finis, elle n'est pas à l'aise. Elle a une chose qu'elle dit souvent. Tu dis souvent quoi quand j'ai l'argent? Que je ne dois pas avoir l'argent, pourquoi? Tu ne peux pas avoir l'argent parce que tu peux commettre des bêtises. Ah,
Elle dit, je ne dois pas avoir l'argent. Le simple fait que tu aies l'argent comme ça, là, peut te pousser à draguer une fille parce que tu as l'argent. Ah, comme si je ne peux pas draguer une femme qui a de l'argent et qui prendra soin de moi, elle. Parce que tu vas dire que non, j'ai un petit 10 000 là. Allons dépenser ça. Allons manger ça. J'ai une forte somme de 10 000. 10 000 là. Donc, dans tous les cas, c'est ça, les femmes, elles ont une façon de comprendre le monde. Hein. Mes frères, travaillons l'argent, mais sachons que chaque fois que nous donnons de l'argent à nos femmes, c'est le peu avec lequel nous nous sommes restés leur appartient toujours. Je vous dis la mienne, tant que ma part n'est pas finie, elle ne se sent pas à l'aise. Si je sors de la maison, là, j'ai seulement 5 000 en poche. Elle n'est pas à l'aise. Il faut qu'elle me dise que non, chérie, s'il te plaît, donne-moi un peu 2 000 là, il faut que je fasse si rapidement. Et je ne dois pas refuser, parce que si je refuse, les caprices ont commencé, on va se mettre dans la peau de la bouderie et tout, on va pas m'adresser la parole pendant quelques minutes ou quelques heures parce que on voulait 2 000. Alors que si je vais fouiller son portefeuille, je vais trouver peut-être dedans pendant que j'ai 5 000, elle aura peut-être 50 ou 100 000 francs. Franchement, sachez aussi que nous sommes les enfants des gens. Donc, chers amis, chers fans, la Rob Chris Family, sachez une chose, nos conjoints, nos conjointes, malades, convalescents, convalescentes, ont besoin de notre présence, ont besoin qu'on soit proche d'eux pas seulement parce qu'on est assis à leur côté, mais qu'on puisse les entourer de notre présence, de notre affection, de notre amour. Et vous verrez, si toutes ces choses sont faites par derrière, elles guériront très rapidement. Vous voyez comment la mienne guérit vite? Parce que je fais des efforts d'être un homme surtout calme, surtout ne pas lui répondre amèrement. Quand bien même je sais qu'elle a tort, je fais tout, je dis que non, je tolère encore ça parce qu'elle est comme ça. Il faut qu'elle guérisse pour pouvoir lui dire un mot, pour pouvoir la faire asseoir et mieux lui parler. Donc, nous sommes là, nous sommes avec notre petite nièce qui est venue nous rendre visite, bébé Louloute, Émeraude. Elle s'endort déjà, donc elle avait encore sommeil. Tout compte fait, que dire de plus? C'est sur cette maladie, je vais dire c'est sur ce lit, tant pour moi, que tout était parti. Et c'est sur ce lit que la guérison est revenue. Nous vous aimons très fort. Nous vous souhaitons d'avoir la vie que vous voulez, d'avoir la journée que vous souhaitez. Et par-dessus tout, sortez couverts. Quand je dis sortez couverts, il peut y avoir beaucoup de soleil quelque part et il peut pleuvoir ailleurs. Nous vous aimons très fort. Bisous. Ciao, ciao.